So Fâche So Good, c'est la nouvelle émission du studio. On y go! So Fâche So Good, et oui, c'est bon d'arriver en fin de semaine. Alors on s'est dit qu'on allait partager avec vous des trucs sympas, les bonnes nouvelles d'Israël, des bons plans, des deals pour partir en vacances, mais aussi un peu de culture, des films israéliens que vous ne connaissez peut-être pas, des réalisateurs, des séries. Bref, on fera plein de choses ensemble, ce sera tous les vendredis, mais pour l'instant, c'est parti. Et si on prenait la direction de l'hôpital Hadassah Ein Kerem, pas très fun a priori, pourtant vous vous trompez parce que les sages-femmes ont décidé de mettre de la vie dans cet hôpital. C'est le cas de le dire. Voilà, regardez cette vidéo qui a fait le tour sur la toile. Elles sont 70 dans ce service. Elles ont mis au monde cette année 13 500 bébés. Un petit clin d'œil aux parents qui leur sont souvent redevables. Alors, ils ont été inspirés pour cette vidéo par les bonnes sœurs, les médecins qui ont fait pareil à leur tour. Voilà, on leur dit bravo pour ce travail extraordinaire et une petite pensée pour les femmes qui ont accouché pendant le corona. Jérusalem, et on continue avec Dubaï. Pourquoi Dubaï ? Eh bien parce que la fin du boycott des produits israéliens dans le monde pourrait venir de cette région. Alors, vous ne comprenez pas de quoi je parle, mais c'est très simple. Il faut prendre la direction du marché de Dubaï. Et voici les images. Au marché de Dubaï, que se passe-t-il ? Eh bien, tout simplement, les produits israéliens sont en pole position. Incroyable mais vrai. On voit aux côtés du drapeau israélien le drapeau des Émirats Arabes Unis. Et ça nous fait chaud au cœur, pas qu'à nous d'ailleurs, parce que si vous connaissez Amit Deri, le patron de Reservice Duty, eh bien lui qui se bat depuis toujours contre l'antisémitisme et contre le boycott des produits israéliens dans le monde, eh bien il était ravi, il était surpris même, on peut le dire. Et nous, ça nous a bien plu. C'est pour ça qu'on en parle sur So Fâche So Good. Les femmes entrepreneuses israéliennes sont à l'honneur cette semaine dans l'index de Mastercard Europe. Et nous, on est ravis parce que nous avons la première place chaque année. Il faut savoir que l'index de Mastercard Europe classe les femmes entrepreneuses de différents pays. Et cette année, nous avons la première place. L'an dernier, nous étions à la 42e place. Alors, ce bond exceptionnel en pleine période de coronavirus peut surprendre, mais pourtant, il est exactement le résultat de l'effort de l'autorité israélienne de l'innovation qui a décidé de mettre les moyens pour aider ces femmes à réussir. Grâce à du networking, grâce à des plans de financement, des aides en tout genre. Bref, ça a marché, on est ravis. Derrière nous, les États-Unis et la Suisse, on n'est pas peu fiers, on voulait le partager avec vous. Et si vous priez dehors, arrêtez de grogner contre les températures qui baissent. Pensez aux Juifs canadiens, à Toronto. Vous voulez voir comment on prie Mincha là-bas ? Regardez, parce que là-bas, pour le coup, ça caille. L'une vient de France, l'autre vient d'Ukraine. Elle s'appelle Yoela Bentolila et Marina Mogilevski. Il était improbable qu'elles se rencontrent et pourtant, depuis quelques mois, elles ne se quittent plus. Pourquoi ? Eh bien, elles écrivent une collection de livres pour enfants destinés aux Olim Hadashim ensemble. Une belle aventure, je les ai interviewées pour vous cette semaine. On regarde. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim. Comment vous êtes-vous rencontrés ? Comment en êtes-vous arrivés à écrire des livres ensemble ? Donc, on s'est rencontrés dans le groupe Talentis qui a été créé par la mairie de Ra'anana pour rassembler des Olim Hadashim autour d'un projet de développer les projets personnels de chaque Olé. Et donc, on était un groupe de 11 participants et de 10 nationalités différentes et chacun avec un projet différent. Donc, il y avait uniquement Marina et moi qui étions en couple, on va dire, en binôme, et les autres avaient chacun leur projet indépendant. Voilà, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est grâce à la personne au sein de la mairie de Ra'anana, donc on va la citer, Audrey Lévy, qui s'est occupée de ce projet Talentis, que vous êtes devenu un binôme, parce que vous ne vous connaissiez pas lorsque vous avez fait votre alia, et vous vous êtes inscrit sur ce groupe. Tout à fait. On a rencontré Audrey qui s'occupait donc de rassembler tous les participants pour créer ce groupe-là, qui est donc le premier
cette année-là, c'était la première génération de Talentis. Et donc, on a participé indépendamment chacune, mais c'est vrai que c'est Audrey Lévy qui nous a permis, en fait, de nous rencontrer, bien sûr. Alors Marina, est-ce que vous avez eu peur? Est-ce que vous avez été un peu hésitante à travailler avec une Française qui ne parlait pas de façon, qui ne parle pas votre langue déjà pour commencer, qui parlait un peu l'hébreu, mais pas de façon très professionnelle, on va dire, parce qu'elle venait d'arriver en Israël, enfin depuis pas très longtemps. Est-ce que ça vous a tout de suite tenté comme aventure? היינו כבר בתחילת טלנטיסט והיה הכל בסדר ודיברנו ביחד, כולם עולים חדשים, כולם מדברים כמעט באותה רמה, זה כמעט אותה רמה לכל הקבוצה, אין רמה ממש נמוכה כי זה לא מתאים לקבוצה הזאת שהיו הרצאות ממש קשות, צריכים להבין ולדבר עברית. כן, בטח שיש שגיאות, וגם אצלי וגם אצל יואלה יש שגיאות, אבל בעצם כשעבדנו על הספרים שלנו, היה בעזרה שלנו, היה שפת גוף, כי כשזה היה מצחיק מאוד, כשעשינו פלמינגו, כן. ולא ידענו איך זה יהיה חצאית של בלרינה, ולא ידענו איך נעליים של בלרינה, והיינו בקניון, ויואלה היא רצתה להסביר איך זה, והיא פתאום התחילה לרקוד בקניון. J'ai commencé à mimer ce que je voulais dire. וזה היה מצחיק, אבל הבנתי, אז יש לנו, תמיד יש לנו שפת גוף, יש מילון, בעצם עכשיו אין בעיות. Alors justement, aujourd'hui, votre projet a avancé. Vous avez Talentis, c'est terminé. Tout le monde a été très enthousiasmé par cette association. Vous écrivez des histoires pour enfants. Elle les illustre. Bien que vous ne veniez pas du tout de ce monde-là, puisque vous êtes diplômée en tant qu'ingénieur en informatique. Comment vous avez commencé à écrire ces histoires? Alors vraiment, au début, c'était uniquement pour mes enfants. Il y avait deux soucis entre guillemets. Il y avait le problème qu'on voulait pas allumer la lumière pour les exciter parce que donc avec le livre et la lumière ça partait toujours en excitation. Donc on éteignait la lumière et donc on pouvait pas lire. Et il y avait aussi le deuxième souci, c'est que souvent les histoires en français, il y a toujours un grand méchant et un point noir dans l'histoire et les enfants des fois se couchaient avec un peu la peur au ventre et l'angoisse que la sorcière ou le loup viennent les manger. Et donc, j'ai commencé doucement à écrire des histoires très jolies, très romantiques, très poétiques, avec toujours une petite morale de l'histoire où je voulais faire passer un message. Par exemple, ma petite fille de 3 ans, elle se sauvait tout le temps dans les canyons. Donc, je lui disais, voilà, par exemple, pour le petit lapin, donc l'histoire qui est dédiée au GAN, il faut pas s'éloigner de maman, etc. Voilà, à chaque fois, bon, après, évidemment, on a arrangé ça en formule, en morale de l'histoire, etc., etc. Mais effectivement, donc j'ai commencé à écrire des histoires pour mes enfants. Et en arrangeant des histoires jolies, les enfants des fois choisissaient les animaux, voilà. Et puis petit à petit, je me suis fait un cahier parce qu'en fait, ils voulaient toujours la même histoire. Et des fois, je me rappelais plus ce que j'avais écrit la veille, donc j'écrivais. Et puis ce que j'avais inventé la veille. Et puis du coup, je me suis retrouvée avec un cahier avec pas mal d'histoires. Et ça a commencé comme ça. Ok, alors ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, vous avez écrit ensemble, Marina les a illustrés et toi, tu les as écrits, plusieurs livres. Et le but, c'est de les vendre. Mais ces livres ont une particularité, c'est qu'ils sont en plusieurs langues. En fait, chaque livre est bilingue. Donc, on a une face hébreu, une face français. Et la particularité, c'est que on a on a français d'un côté et hébreu de l'autre, comme je viens de le dire, mais on a aussi d'autres langues. On a le russe, l'anglais et l'espagnol, donc afin que ça touche un maximum d'Olé Khadash. Et on a donc évidemment l'histoire complète d'un côté illustrée. De l'autre côté également, on a l'histoire complètement illustrée. Et au centre du livre, nous avons un truc vraiment qui est une aide pour les Olim Khadashim, autant pour les enfants que les parents, je précise. Un lexique de 50 mots qui est évidemment traduit dans les hébreux et dans l'autre langue qui figure dans le livre. Et également quelques petits exercices sur le vocabulaire qui permettent de jouer en fait avec les mots du livre. Ce sont des mots en général charnières de la compréhension de l'histoire et ça permet vraiment un apprentissage en profondeur. Alors c'est vrai qu'on sait par
exemple, pour ces 6 livres-là, on s'est concentré sur un niveau à l'école pour les enfants de Kita Aleph à Kita Dalet. Donc, en gros, je crois que c'est CP-CE2, non, CM1, Dalet. Voilà. Oui. Ce qui permet, en fait, plusieurs avantages. C'est que souvent, par exemple, les enfants avancent plus vite que les parents. Les parents n'arrivent plus trop. Donc, il y a plusieurs cas de figure, bien sûr, mais dans ce premier cas, le parent n'arrive plus trop à avoir une relation à lire des histoires à l'enfant parce que les histoires et les livres qu'on reçoit à l'école sont entièrement en hébreu. Des fois, sont avec Nekudot, des fois sans. Bon, les nôtres, évidemment, sont entièrement avec Nekudot. Le parent n'arrive plus à avoir ce type de relation avec l'enfant puisque, entre guillemets, il est un peu largué. Donc, on a l'avantage pour le parent de pouvoir lire dans sa langue maternelle entièrement l'histoire, de la comprendre, de pouvoir attaquer l'hébreu un peu plus sereinement, puisqu'il y a les Nekudot, et en cas de doute, de se référer à un lexique, mais également de pouvoir se référer à la version langue on voit que c'est vraiment bien pensé parce que ça va permettre de faire progresser les enfants, les parents, d'avoir une vraie, malgré le barrage de la langue, puisque les enfants progressent et les parents sont pas toujours au niveau, et bien d'avoir un vrai échange et parler aussi sur le fond de l'histoire, échanger, apprendre. Il y a aussi des exercices en plus du lexique et ça, je trouve que ça vraiment, du point de vue pédagogique, c'est extrêmement bien pensé. Alors, Marina, j'imagine que vous avez peut-être d'autres projets. Est-ce que vous portez vraiment ce projet pour vous? Est-ce qu'il est vraiment très, très important? Est-ce qu'il est essentiel? Est-ce que vous mettez beaucoup d'espoir dans le fait que ces livres vont se vendre? אני חושבת שזה פרויקט ראשון לפי האיורים שאני עושה, ואני ממש, זה בזכות יואלה, בזכות טלנטיס, שהחלום הזה הוא הגשים בחיים, וכן, זה עכשיו, אני ממש רוצה שהספרים האלה הם יקנו, כי אני חושבת שבשביל עולים חדשים זה פצצה פשוט, כדי ללמוד עברית, ללמוד שפה, לילדים ללמוד שפתם של ההורים שלהם, אז... Alors vous avez fait attention, je crois toutes les deux, à ce que les langues soient vraiment, on va dire, vérifiées. Hein. Vous ne vous êtes pas contenté de relire votre copie, mais vous avez fait vérifier par des professionnels, les traductions. Et ça, c'est important de le préciser. Oui, alors déjà pour l'hébreu, moi j'avais fait une traduction basique dans mon niveau de petit lan Rama Gimel que je suis sortie de l'Ulpan pour que Marina les comprenne au début et commence à les illustrer. Mais évidemment qu'on a pris une traductrice professionnelle pour l'hébreu et ensuite on s'est fait aider par beaucoup de gens dont leur langue maternelle c'était l'espagnol, l'anglais et le russe. Mais par la suite, évidemment, on a pris des traducteurs assermentés qui nous ont fait des lectures finaliser, vérifier, etc. Alors juste savoir, pour information, si vous avez édité ces livres à compte d'auteur ou si vous avez un éditeur. Eh ben, écoutez, pour l'instant, on a fait vraiment un truc... on finance, on travaille, on est vraiment 100% du temps ensemble à travailler, autant sur la mise en page, on a été en collaboration tout le temps. Autant les textes, c'est les miens, les dessins, c'est les siens, mais autant sur la mise en page, sur les exercices, sur la façon de faire. On a vraiment travaillé en étroite collaboration tout le temps. Et donc, on n'est plus vraiment auteur, illustrateur, on est vraiment un binôme de travail vraiment charnière. Moi, j'espère vraiment continuer cette aventure avec Marina parce qu'on a vraiment d'abord un bon lien, un bon feeling ensemble, on travaille bien ensemble et on voit qu'effectivement, on a réussi à faire des choses jolies. On a la fibre artistique qui se ressemblent aussi. Un très très beau projet, franchement, ça, j'espère vraiment que ça va marcher pour vous et que vous allez réussir à vendre ces livres, pourquoi pas aussi dans les écoles. J'espère que vous aurez peut-être des contacts et que la mairie de Ra'anana vous soutient, vous aidera peut-être encore à aller plus loin, à rencontrer des directeurs d'école, des gens qui décident de l'achat des livres pour leur classe. Ce serait vraiment, en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite parce que franchement, c'est un
très beau projet, une belle histoire d'Alia. On vous souhaite bonne chance. Marina, kol hakavod bishvil ha'avoda shelach. Bravo pour ce travail. Je voulais dire juste aussi une petite chose, c'est que nos enfants, quand ils arrivent en Israël, malheureusement, ils ne progressent plus en français. Et donc, le vocabulaire et la langue en français est assez élevé, et ce qui leur permettrait aussi de développer leur langue maternelle. Voilà, donc on développe la langue maternelle, on apprend l'hébreu au même niveau que sa langue maternelle, donc on garde un très bon niveau de langue dans les deux cas et c'est génial. Bravo à vous, à très bientôt. Merci. Évidemment, vous pouvez acheter les livres, il y en a 6 sur le tout nouveau site internet de Yoela et Marina. Alors le site c'est sfarim-leolim.com. Mais Sofage So Good, c'est aussi un moment pour parler de cinéma et aujourd'hui de cinéma israélien évidemment. Il s'appelle Marco Carmel, vous le connaissez sûrement si vous avez regardé déjà une émission du studio et si vous suivez le cinéma israélien ou les séries israéliennes, alors c'est sûr, vous avez déjà vu son travail. Il a été nominé cette année plus de 6 fois pour gagner un Ophir. Malheureusement, sa comédie n'a rien gagné, mais il a déjà eu plein d'autres prix à l'international en Israël. C'était quand il faisait des choses un petit peu plus dramatiques. Aujourd'hui, on est avec lui pour parler du cinéma israélien et d'un chef-d'œuvre qu'il a adoré, en tout cas un film que tout le monde doit avoir vu. Salut Marco! Bonjour, ça va? On est super content de t'avoir avec nous. Alors, c'est quoi ce film israélien classique parmi les classiques que tu veux nous raconter, dont tu veux nous parler? Ouais, ben moi, j'ai choisi de parler cette fois-ci d'un film qui s'appelle Cholei Ahava Mishikun Gimel, le malade d'amour du 3e quartier ou quelque chose comme ça en français. C'est un film qui est sorti en 94, je crois, en 92 ou 94. Un film d'un metteur en scène qui s'appelle Savi Gabizon, qui a raconté l'histoire d'amour entre un homme qui est un peu malade mental, qui tombe amoureux d'une actrice qui arrive aux banlieues pour donner des leçons de comédie. Et une histoire d'amour presque impossible entre cet homme-là qui est un peu bizarre et cette fille qui est super tel-avivienne, super branché, qui essaye sa vie un peu dans le banlieue parce que ça n'a pas trop marché. Maintenant, c'est un des plus grands rôles que Moshe Ivdi a fait. C'est un des premiers plus grands rôles que Moshe Ivdi a fait. Il y avait là-bas aussi plein de très bons acteurs comme Menashe Noy, Gavrieli. C'est une histoire qui se passe dans un banlieue, je crois que c'est Kriyat Yam. C'est un banlieue pas connu, qui n'est pas nommé dans le film, mais ça a été tourné au Kriyat Yam. Il a été nominé pour 15 César et Oscar israéliens. Je crois qu'il a pris 14 cette année-là. C'était impossible de lui prendre un prix. C'est un beau film, c'est un très très beau film parce qu'il est vraiment, vraiment cinématographique. C'est une histoire qui se passe dans un banlieue. C'est une histoire d'un homme qui est assez pauvre. C'est une histoire d'Israël qui n'existe plus. C'est une histoire que... Moi, j'ai grandi dans le banlieue, ça veut dire que j'ai grandi même dans le banlieue de Paris, que c'est Belleville. Mais bien sûr, tu es un enfant de Belleville, pour ceux qui ne le savent pas, c'est pour ça que tu parles si bien français d'ailleurs, puisque tu as grandi là-bas. Alors, j'ai grandi dans un banlieue parisien qui est Belleville, et j'ai fait un film là-bas qui s'appelle Comme ton père, et après j'ai continué et j'ai grandi dans un banlieue israélien qui s'appelle Or Akiva. Alors maintenant, à cette époque-là, dans les années 70-80, il y avait une autre Israël. C'était quand que le banlieue, c'était une famille entière. Et il n'y avait aucune différence, il y a une différence bien sûr entre un voyou, un religieux, un flic. Moi, je sais pas comment on dit ça, je ne me rappelle plus. Et même si tu étais fou, ça veut dire que les fous du village ne vivaient pas hors du village, ils vivaient et continuaient à vivre leur vie quotidienne autour de nous. Un peu comme dans le cinéma italien des années 60, des années 50. Et en même temps, alors c'est l'histoire de cet homme-là, qui est un peu tardé, je ne sais pas comment on dit ça, excusez-moi mon français, mais on l'aime et on l'arrête jamais. Cette histoire, Marco, elle t'a touché parce que ça décrit la banlieue et tu dis que c'est un Israël qui n'existe plus aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant, en banlieue, tout le monde faisait partie d'une même famille, c'est ça? Oui, parce qu'avant, le banlieue, comme que je dis, c'était une famille entière. Tu connaissais tout le monde aidait tout le monde, on était tous des voisins. Si nos parents n'étaient pas à la maison, c'était très simple d'aller manger chez une autre famille qui n'était pas plus riche que nous, ou pas moins. Comme que je dis, même les fous du quartier, de la Shkouna, ils vivaient entre nous, on pouvait s'asseoir avec eux, parler avec eux. Et quand j'ai vu ça, c'est comme s'il a conclu toute l'histoire du banlieue d'une façon très belle, très humaine, avec beaucoup d'humour et avec souvent un petit regard
extérieur de 2 télévisions qui arrivent là-bas et qui n'ont pas la part de ce pays. Ils ne comprennent pas la vie dans ces banlieues-là, qui ne comprennent pas les relations. Et la vérité, c'est que quand j'ai vu ce film, j'étais à la dernière année d'études de cinéma et j'ai pleuré à la fin du film. J'ai dit que c'était le film que j'ai rêvé de faire pendant que je pensais que quand j'irais étudier faire du cinéma, c'est le film que j'ai voulu faire. Et après, j'ai connu le metteur en scène et il m'a beaucoup aidé à faire mon deuxième long métrage, My Lovely Sister, que c'est aussi un film de banlieue qui se passe avec une légende qui se passe en banlieue. Et je lui ai fait 2 hommages dans mon film. Maintenant, Moshe Ivgi, qui tombe amoureux de cette femme télévision, il essaie de tout pour l'aimer et ça ne marche pas parce qu'elle ne comprend pas sa mentalité. Il est un peu fou en même temps. Elle essaie d'être sympa, elle essaie d'être politically correct, mais son politically correct qui lui donne, comme si pour la façon qu'il voit les choses d'un homme fou dans un banlieue, il ne comprend pas que c'est politically correct. Et il tombe amoureux jusqu'à qu'il rentre à l'hôpital et il trouve son vrai amour. En même temps, vous savez, aujourd'hui, il y a Yes, il y a Hot, il y a tous les chaînes. Pendant ces années-là, il y avait les câbles pirates. Ok. Ça veut dire que dans chaque banlieue, il y avait un voyou qui avait une vidéo et qui passait des films dans les câbles pirates de maison à maison. Et dans ces câbles-là, on voyait tous les mariages de la semaine et on voyait tout ce qui se passe dans le petit village pendant ça. Et dans le film, c'est un peu... Ça marche aussi dans ce film-là. Et ce fou-là, il raconte l'histoire de sa vie dans des vidéos qu'il fait passer dans les maisons des gens. C'est une très belle histoire. Voilà. Avec mon français et tout ça, c'est très dur à le raconter. Mais c'est pas grave, on a très bien compris. Alors justement, Marco, est-ce que tu penses que quand on est au Lechadash, quand on débarque dans ce pays Israël aujourd'hui, en 2020, est-ce que ça a encore de l'intérêt de voir un film pareil? C'est très important de voir un film pareil parce que d'abord, c'est connaître un peu une autre Israël. C'est vraiment, excusez-moi, français, tout le monde, c'est Israël avant Chasse, c'est avant le Likoud, un peu chiant. Et c'est une autre Israël, c'était une qui cherchait pas vraiment comment s'enrichir. On était un pays qui cherchait un peu plus la communauté, l'amitié. C'était beaucoup plus. Les gens essayaient de vivre beaucoup plus simple. En même temps, 80% des gens qui vivent à Tel Aviv aujourd'hui, c'est des gens qui ont grandi dans ces banlieues il y a 30 ans. Ça veut dire moi et tous les gens qui ont 50 ans ici. Et on essaie toujours d'une façon ou d'une autre un peu garder à cette façon et pas vivre la vie qui est le quotidien d'aujourd'hui qu'on vit à Tel Aviv. Moi, je crois que c'est très important pour tout le monde de voir. Et même, en même temps, c'est un film qui est très bien fait du point de vue cinéma. C'est pas rien qu'une belle histoire. Alors, je crois qu'on a reçu ton conseil. Je crois qu'on va tous se précipiter sur ce film, en tout cas pour tous ceux qui ne le connaissent pas. En même temps, je suis obligé de dire que ceux qui verront le film, ceux qui comprennent un peu au cinéma, le premier plan du film, c'est un des plus beaux premiers plans qui a été fait dans le cinéma israélien. Ok, alors comme ça, on va se précipiter sur ce film. Merci. C'est un one-shot énorme, énorme. On va se précipiter sur ce film, Marco, merci. On se retrouvera peut-être dans une autre émission de SoFash. SoFash So Good. Salut Marco. Ciao, ciao. Il y a tellement de choses importantes, drôles ou qui vous concernent, qui se déroulent sur les plateaux du studio Qualita, mais en même temps très difficile de regarder toutes les émissions. Alors zapping. Qui m'avait dit les filles sont magnifiques ici en Israël, ça joue? Ouais, J'allais la sortir, c'est sûr. Ça joue quand on est célibataire, après quand on a quelqu'un, sûr que en étant que si la personne est célibataire, oui, c'est la qualité de vie en soi en Israël est incroyable puisque les gens aiment vivre. Les jeunes ici, quand ils arrivent à l'âge de 18 ans, il y a toute une conscience, une responsabilité. Ma fille qui vient, Naomi, qui vient de s'engager, là, elle était aussi madricha en Tsofim Datim. Il y a vraiment tout un processus de responsabilité personnelle et individuelle qui, en fait, pour moi, c'était un découlement. Ça découlait de façon logique.
Écoutez, le Japon, d'abord, est quand même aujourd'hui la troisième économie mondiale, donc il ne faut pas... le Japon est un pays très important et c'est très intéressant de voir que justement avec le Japon, depuis quelques années, il y a un changement de politique du côté japonais et on voit de plus en plus une présence japonaise en Israël, que ce soit dans des investissements dans le domaine justement du high-tech et une ouverture entre Israël et le Japon qui ont signé d'ailleurs l'année dernière un accord dans la protection de l'investissement. Et je pense que le Japon est un pays qui est très important et avec lequel nous pouvons approfondir les relations. Le prof qui est en moi hurle de joie. De joie et de bonheur. Avec toutes les précautions sanitaires. Hein. C'est le retour programmé dans les villes vertes et jaunes, l'accord du cabinet de principe pour le retour des enfants à l'école jusqu'à Yudbet, c'est-à-dire jusqu'à la terminale, hein, jusqu'au bac. Voilà, je pense que c'est peut-être un signe qu'on a peut-être franchi une certaine vague, en espérant pas la troisième vague, la quatrième vague, la cinquième vague. Bah, Pourim n'est pas loin, donc on verra. Pourim n'est pas loin, Hanouka n'est pas loin, mais vraiment ça fait chaud au cœur parce que c'est peut-être la partie du peuple israélien qui a été le plus lésé au-delà de l'aspect économique. Que même si on pensait que cet examen pratique pourrait être une solution, il s'avère que dans les petites lettres que personne ne lit de la décision gouvernementale de dimanche, il y a écrit qu'en 2021, seulement 20 infirmières pourront le passer, et qu'en 2022, au moins 20. Alors, ça peut être 21, hein, au moins 20, ça peut être 20 aussi. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est pour des considérations... Non. Il devait aller aux Jeux Olympiques en mai dernier, ça a été évidemment déplacé. Et là, chaque jour, il a gardé la motivation, il s'est entraîné, et on est proches, on se voit régulièrement. Et je vois un homme qui est battant, toujours tsanoua, toujours avec humilité, modestie, discrétion, mais une vraie force intérieure. Et voilà, donc j'étais extrêmement heureux, on était en famille et on était très contents pour lui. C'est la dernière liste. Pour l'instant, c'est un sans faute. Sans faute. De Sylvain. Wow. J'espère que vous aussi chez vous, c'est un Qu'est-ce qu'on gagne sans faute. On recommence à retrouver des mots qu'on a déjà vus. Ça rentre. C'est bien parce que ça va. C'est de l'entraînement. Vas-y, Sylvain. Alors, Zdinim, donc les draps, Mita, le lit, et Mirpeset. Mirpeset, c'est la terrasse, non ? C'est la terrasse. Voilà. C'est le balcon. Alors, Mita, Zdinim ou Alors, Mirpeset ? Mirpeset. Mirpeset, voilà. Kizé Bachutz. Voilà. Okay. Mirpeset, c'est dehors, et voilà. Il y a fait Méod. Il y a fait Méod. T'as vu ça ? Alors, c'est un sans faute. Je progresse de semaine en semaine. Hein. Sylvain, à Shavuot, tu יכול ללכת לאיקאה. Waouh. בלי בעיה, ליהנות. חברים, מה שלמדנו היום, ce qu'on a appris aujourd'hui, זה הבסיס של הבסיס, אוקיי? אם אתם מתחילים לחפש דירה, si vous cherchez un appartement, vous devez savoir demander, יש מרפסת, יש חנייה, יש מקרר. La chose à éviter absolument. Alors d'après toi, Johanna, qu'est-ce que c'est ? Moi, je voudrais parler du sentiment de culpabilité que les enfants peuvent ressentir parce que c'est quand même quelque chose qui les touche. Souvent, le burn-out, il vient du fait qu'on a beaucoup de tâches, on a beaucoup à s'occuper des enfants. Donc, inévitablement, ils peuvent se sentir coupables. Inévitablement, et surtout si vous l'avez dit. Parce que ce que tu racontes, c'est encore beaucoup plus vrai. C'est la mère dit, mais vous voyez pas dans quel état je suis, vous voyez pas que arrête de crier, tu vois que c'est... Et là, immédiatement, effectivement, comme on le voit dans d'autres sujets, plus tard, dans un divorce des parents, etc., le gosse dit, mais est-ce que je suis impliqué ? Est-ce que j'ai une part dans ce truc-là ? Est-ce que c'est de ma faute ? Et si il a le sentiment que oui, alors ça va lui peser, et vous, ça va vous peser, vous sortirez pas du burn-out. Après ces semaines de confinement, vous avez probablement envie d'aller vous dégourdir les jambes, de marcher dans la nature, d'aller à la plage, à la mer, à l'hôtel. Mais oui, ne pas avoir à cuisiner, rien faire, les doigts de pied en éventail, eh bien c'est possible. On a décidé de vous concocter une petite rubrique spéciale Good Deal. C'est Dalia qui s'y colle. Dalia, bonjour. Alors, on part où cette semaine ? Alors, on part à Tibériade. Je suis sûre que vous n'y avez pas pensé. Vous vous êtes tout de suite imaginé l'étranger, mais on a tout déjà en Israël. Alors, on a à Tibériade, il faut savoir qu'on a les timers, avec la possibilité de, en quelques heures, de se retrouver avec un jacuzzi ou une piscine privée. L'avantage, en fait, à Tibériade, c'est qu'on est dans le nord et on peut faire plein d'excursions et en même temps profiter du luxe de suites privées dans lesquelles il n'y a absolument pas besoin de faire de bdikat de corona. C'est ça qui est très intéressant avec tout ce qu'on vit en ce moment. Alors, ça veut dire qu'on peut aller à Tibériade sans bdikat corona ? Exactement. Vous y arrivez avec vos valises et c'est bon, on s'occupe de vous. Il y a une raison particulière ?
Tout simplement parce que c'est un appartement, c'est avec le Tav Segol et donc tout est suivant les Hantrayot du Misrad Habriut, donc vous n'avez besoin de rien en arrivant là-bas sur place. C'est des suites privées et vous êtes tranquille avec des piscines chauffées privées pour vous qui sont dans la suite même ou des jacuzzis avec le soleil. Est-ce que ça coûte cher? Alors, c'est à partir de 650 shekels la nuit. Okay. Suivant les suites, suivant le nombre de personnes. L'avantage, vous avez la vue, vous avez Tibériade, vous avez le tout à côté en cachère, donc c'est super et c'est ce qu'il y a de plus facile aujourd'hui à portée de main. Ok. Maintenant, si on a envie d'aller aller un peu plus au sud, destination classique. Si on a envie d'aller un peu plus au sud ou puis on a envie de se faire bichonner à l'hôtel, alors ça y est, les hôtels ont réouvert. Yam HaMelach et Eilat. Là aussi, c'est assez simple. Il faudra juste prévoir une bdikat Corona dans les 72 heures avant d'arriver. Donc, tous les hôtels ont réouvert. Nous, on a un super deal pour Hanouka, 3400 shekels le couple, dans lequel vous avez tout l'accès à tout le spa, la piscine, et vous êtes au soleil alors que d'autres sont sous la pluie et vous profitez aussi en quelques heures. Alors l'avantage qui est et que tout le monde se pose comme question, qu'est-ce qui est ouvert? Eh ben j'ai envie de vous dire que dans les hôtels tout est ouvert, les piscines, étant donné qu'on arrive avec la bdikat Corona sur place, vous avez tout qui est stérile on va dire et donc vous pouvez bénéficier de tout ce qu'il y a dans l'hôtel, à part le jacuzzi, donc tout ce qui est d'eau. Le jacuzzi, ça c'est encore pas encore ouvert, bientôt. Les restaurants, la salle à manger, tout ça c'est bon. Et les excursions, les attractions, tout ça, terrestres, tout ça est ouvert. Alors justement, Dalia, on m'a dit que, étant donné que les restaurants ne sont pas ouverts, il vaut mieux prévoir à l'avance et prendre la demi-pension. Est-ce que les hôteliers ont fait des petits efforts au niveau des prix? Tout à fait. La plupart des hôtels ont rajouté le prix de la demi-pension au prix d'un petit déjeuner, donc ou des Lina Bilvad, donc ça c'est super. Ou carrément ils ont fait des formes all inclusive, donc vous avez absolument tous les repas qui sont compris, en fonction des hôtels bien sûr et en fonction du budget de chacun. Et en tout cas pour Hanouka, c'est ce que la plupart des hôtels ont fait. Maintenant il faut savoir quand même que les restaurants sont ouverts en take-away et c'est également possible d'aller en restaurant en terrasse jusqu'à 50 personnes. Ok, alors ça c'est très sympa de nous avoir donné ces petites infos. Maintenant, il y en a qui ont envie de partir et carrément prendre l'avion. Et il y a une destination verte dont tout le monde parle, c'est les Seychelles. Les Seychelles, voilà, qui font rêver avec les plages. C'est super et surtout que c'est à des prix très abordables. Il y a des formules à 5000 shekels, 4400 shekels sur des hôtels 5 étoiles comme le Savoie pour un couple pour 5 nuits. Alors là, ce qui est sympa, les Seychelles, c'est une destination verte, donc il n'y a pas de bidou de retour, ça c'est génial. Juste une bdikat Corona dans les 72 heures également avant. Vous avez absolument tout. Les hôtels vous proposent des attractions. Vous avez les bateaux, les jet skis, les excursions dans les montagnes. Les Seychelles, c'est juste un rêve. C'est le paradis. Quoi. Merci Damien. Avec plaisir, Cathy. Allez, on se retrouve une prochaine fois. Ciao. Allez, avec plaisir. Et c'est le moment du chef. Chaque semaine, nous aurons dans Sofage So Good un chef israélien ou un chef français qui nous apprendra un truc rapide à faire chez soi. Aujourd'hui, c'est le chef israélien Tomer Kabiri, vous le connaissez peut-être. Il va nous montrer comment faire une pâte brisée en 5 minutes. Bonjour Tomer. Bonjour. Alors, on fait comment Tomer? Aujourd'hui, on allait faire pâte brisée. À l'école de Planet Chef, je suis un professeur ici pour la pâtisserie. C'était l'école Planet Chef pour la pâtisserie et cuisine. Et aujourd'hui, on va faire les pâtes brisées pour les quiches, vraiment en 5 minutes. Et pour ça, on a besoin, comme tu vois dans le bol là, j'ai 215 grammes de farine déjà tamisée, 6 grammes de sel, 45 grammes de beurre, bien froid et coupé à petits morceaux. Et à côté, j'ai 20 grammes d'eau normal. Bon, je commence avec tous les ingrédients sauf l'eau dans le bol de mixeur. Ok. Toujours avec la feuille.
Et on commence à travailler avec la mixeur jusqu'à on arrive dans la texture, avec la texture de... C'est comme les couscous, en fait. C'est vraiment les petits morceaux. Ça va prendre à peu près 2 ou 3 minutes. D'accord. Si tu aimes les quiches, vous pouvez faire les quiches en poireaux, en poivre, et oignons, échalotes. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Il faut bien mettre au four, avec bien cuit les végétables avant. Faire un petit mix de royal avec les œufs, du lait, du sel, du poivre. On bat pendant combien de temps exactement? Ça dépend sur la batteur. Vraiment pour obtenir une texture comme les couscous. Ok. C'est quelques minutes, 2-3 minutes. D'accord, donc... Et quand ça passe, quand j'arrive à cette texture, j'ajoute l'eau. Donc on met l'eau et on continue de battre la pâte après? Après avoir ajouté l'eau, est-ce qu'on continue de battre? Un petit peu, ouais, un petit peu. Qu'est-ce qui se passe dans le bol, là? Voilà, alors ça c'est quand même la base pour toutes celles qui font ça, c'est bien. De temps en temps, ou tous ceux qui cuisinent de temps en temps. La base, c'est savoir faire une pâte brisée en 5 minutes en plus. Et maintenant j'y ajoute l'eau. Donc je répète, 215 g de farine, 6 g de sel, 145 g de beurre coupé en petits morceaux, bien froid je crois, et 20 g d'eau. Bon, la pâte est prête. Ok. Bon, il est bon. Maintenant, je peux détailler à peu près à 3 et 4 mm, faire le fonçage avec la cire dans les moules qui vous préfèrent. Bon, c'est tout. Mettez votre végétable cuit dedans. Alors la grande question, est-ce qu'on doit faire pré-cuire la pâte sans les légumes? Non, pas besoin. C'est pas nécessaire. Tu peux donner un exemple de légumes que tu peux mettre dedans? Les poivrons, les poivres, les oignons. Poivrons. Oui, poivrons, bien sûr. Des courgettes. Bon, bref, une quiche aux légumes, donc c'est facile. La pâte, on l'a vu, 5 minutes. Ok, on met les légumes et la pâte en même temps et on met tout ça au four. Merci, Tomer. Bye bye. Et désormais, l'Alia Story, c'est le vendredi. Cette semaine, on a décidé de donner la parole à Émilie Branlier. Émilie Branlier est une baroudeuse. Elle a voyagé dans le monde entier et elle vient de poser ses valises à Tel Aviv. Passionnant parcours que le sien. On regarde. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est nous. Bonjour Émilie. Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Voilà, on est ravis de vous accueillir parce que vous avez certes fait votre Alia, mais ce n'était pas quelque chose du tout de programmé pour vous. Vous êtes une experte en marketing digital. Vous avez beaucoup travaillé dans de très grosses boîtes, on va y revenir. Qu'est-ce qui vous a pris de venir en Israël ? Au début, je suis venue juste pour visiter ma famille et mon premier voyage en Israël, c'était il y a 5 ans. Et c'était mon premier voyage quand j'ai travaillé pour des très grosses entreprises dans l'automobile. Et je me suis rendu compte que j'avais besoin de vacances et je suis venue ici pour 2 semaines et en fait, j'y suis restée 3 mois. Et ça m'a tellement plu que je m'étais dit, bon, un jour, je reviendrai en tout cas visiter la famille. Et puis, ce jour est arrivé, c'était en septembre de l'année dernière. Donc, je suis venue pour faire Rosh Hashanah, Kippour, voir la famille, rester un petit peu à Tel Aviv avant de rentrer en France. Et puis finalement, vous avez... Mais au final, je suis restée. J'ai fait l'Alia depuis Tel Aviv. Voilà, alors c'est assez étonnant. Bon, il y en a d'autres qui font ce genre de choses, mais bon, vous pouviez vous le permettre parce que vous n'étiez pas salarié, vous étiez freelance, c'est ça ? Exactement. Est-ce que votre travail en tant qu'experte en marketing digital a un lien avec cette Alia ? Ou c'est vraiment pour des raisons personnelles que vous avez décidé de venir ici ? Les 5 dernières années, je vivais déjà en dehors de la France parce que je me suis lancé la mission d'être digital nomade. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être digital nomade ? Vous êtes ça veut obligé dire d'expliquer. avoir besoin d'Internet pour faire son travail
et pouvoir le faire de n'importe quel endroit dans le monde à partir du moment où on a un ordinateur et une connexion Internet. Donc, étant donné que j'étais experte en marketing social, médias et digital, c'est quand même un métier qui se fait à 100% en ligne. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir développer mon business tout en voyageant. Et j'ai voyagé un petit peu partout dans le monde, en passant des îles Canaries, à la Thaïlande, à la Croatie, à Singapour, Malaisie, et ainsi de suite. Vous avez fait le tour du monde. Vous nous faites rêver, là. Nous qui sommes cloués, voilà, on peut pas, cloués au sol, on peut pas du tout bouger. Donc, ça nous fait rêver. Mais... c'est la même chose ici. Mon terrain de jeu, c'était le monde. Et maintenant, c'est 500 mètres carrés autour de mon appartement. Ok, alors justement, qu'est-ce qui fait que quand on a voyagé comme ça, quand on a eu beaucoup d'expérience, que ce soit personnelle ou on va dire professionnelle, qu'est-ce qui fait qu'on a envie finalement de poser ses valises à Tel Aviv? Qu'est-ce qui a été le déclic? Écoutez, moi je suis pas quelqu'un de très 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 religieuse, mais je suis quelqu'un de très spirituel. Et je suis persuadée que c'est important que l'endroit d'où on vient, qui détermine en fait la couleur de peau, la frisure des cheveux, etc. C'est quelque chose d'important parce que je suis persuadée que la nature, les territoires nous donnent exactement ce dont on a besoin, la saison dont on a besoin, et que la terre nous donne ce dont on a besoin pour vivre. Donc je me suis lancée dans la foi l'aventure de faire un test ADN pour savoir d'où je venais et d'où mon sang venait scientifiquement par rapport à mon ADN. Et je me suis rendu compte que j'avais presque 40% de sang qui venait vraiment d'Israël, de tout le territoire qui englobe un petit peu l'Égypte et le Liban, etc. Et je me suis dit, écoute, je vais me lancer la folle aventure de voyager dans le monde entier et surtout d'aller un petit peu dans les territoires où je suis censée appartenir. Donc, j'ai des origines espagnoles, italiennes, grecques, croates, israéliennes, marocaines, tunisiennes, algériennes. Donc, finalement, vraiment le berceau de la Méditerranée. Donc, j'ai commencé à voyager un petit peu partout là-bas. Et quand je suis arrivée en Israël, je me suis sentie bien vraiment partout dans tous mes voyages. J'ai trouvé un endroit où j'ai appris plein de choses, des nouvelles cultures. Je me suis régalée. Mais quand je suis arrivée en Israël, je me suis sentie à la maison. C'était un sentiment comme si j'avais eu une vie antérieure ici, je sais pas. Tout me semblait très familier. Les gens, l'accent, l'humour, le toucher, les odeurs de cuisine, le climat. Je me suis sentie vraiment à la maison. Et je me suis aussi sentie juive, mais dans une société cosmopolitaine, métropolitaine, où en fait on est tous un peu au lim parce qu'on a tous des religions, des origines différentes. On parle tous plusieurs langues. Et on a tous notre histoire, mais au final, on est tous mélangés ici sous un même chapeau, je dirais. Et je me suis sentie beaucoup plus intégrée dans la communauté, et dite la communauté juive, que les expériences que j'ai eues avec la communauté juive en France. Donc pour moi, je me sens beaucoup plus à la maison ici, quoi. Vous avez trouvé l'ouverture d'esprit qui vous manquait par rapport à ce que vous aviez connu dans la communauté juive en France ? Je pense que sans parler d'ouverture d'esprit, j'ai découvert quelque chose de différent qui m'a un peu plus sensibilisée et qui m'a permis d'aller creuser un petit peu plus. Et aujourd'hui, comparé aux gens qui habitent à Tel Aviv, je me sens religieuse comparé au niveau de religion que les gens de Tel Aviv pratiquent. Mais au final, je me sens, alors qu'en France, je me sentais vraiment la hippie mise de côté. Alors que on est tous juifs à la base, c'est dans le sens, ça se choisit pas. Donc, on n'est pas plus juifs l'un que l'autre, on est tous de la même communauté. À chacun de savoir trouver l'endroit où il se sent bien et s'entourer des gens qui lui semblent familiers. Et Tel Aviv, ça a été un petit peu cet endroit pour moi. Alors, vous avez quand même relevé beaucoup de challenges dans votre vie parce que vous avez fait des études en France pendant un certain temps et puis vous avez en parallèle toujours travaillé dans de grosses boîtes. Ça a commencé par Orange, Publicis notamment et ensuite vous avez décidé, c'est-à-dire que vous êtes une fille qui prenait votre destin en main apparemment, décidé de vous mettre à votre compte. Vous étiez toute jeune quand même et d'être freelance pour bosser pour des grosses marques comme on va dire Nissan,
Nissan, L'Oréal ou d'autres, et ça a très très bien marché pour vous. Vous avez appris quoi de ce temps-là, de ces expériences-là? Vous savez, je pense qu'on a plusieurs vies dans une vie. Et quand je suis arrivée à Paris, j'avais 20 ans, j'avais ce rêve de marcher dans les rues de Paris en travaillant pour des grosses marques, en faisant du marketing, en étant influenceuse, en étant invitée à des soirées, etc. Donc, c'était mon rêve et je me suis donné les moyens d'y parvenir en faisant des études, en multipliant les stages, en travaillant nuit et jour. Et ceux qui ont travaillé auprès de moi ces 10 dernières années peuvent le confirmer, parce que ça se fait pas tout seul non plus. Et je me suis sentie très épanouie professionnellement. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais oublié de faire les choses qui étaient très importantes dans la vie, c'est-à-dire les basiques. Dormir plus de 8 heures par jour, manger et pas un sandwich devant son ordinateur, voir les gens qu'on aime, sa famille, ses amis, prendre le temps pour soi, pour prier, danser, faire du sport, faire un art, faire quelque chose. Et en fait, tout ça, c'était très, très important pour moi. Je me suis rendu compte que je le faisais plus, que je rêvais de fichiers Excel et de tableaux sur PowerPoint. Donc, à un moment donné, je me suis dit, écoute, Émilie, ce que tu as construit, ça y est, tu as atteint ton objectif. Et so what? Tu gagnes bien ta vie. Tu as monté ta propre entreprise. Tu as eu même des employés. Tu as travaillé pour les marques que tu voulais. Est-ce que ça te rend plus heureuse? So what? C'est quoi la prochaine étape pour toi? Et je me suis dit, voilà, la prochaine étape pour moi, c'est de prendre du temps pour moi, de réfléchir à mon futur, de me construire en tant que femme, en tant que personne. On a tous des blessures qu'on a besoin de guérir. Donc, je suis partie mettre face à mes propres limites dans ce périple de digital nomade. J'ai beaucoup lu, je suis retournée à l'école, je me suis rechallengée, j'ai été dans une école de coaching, d'ailleurs à Tel Aviv. Et en fait, j'ai décidé de créer un programme de coaching qui est très orienté réseaux sociaux et marketing, parce que c'est ce que je sais faire, c'est mon savoir-faire, mais dans lequel je viens y mettre en fait du self-empowerment, comme ils disent en anglais, ça veut dire de l'auto-coaching, de l'auto-motivation, apprendre à se lever tous les jours pour atteindre ses objectifs. Ça s'apprend, c'est pas quelque chose qui est inné, ça nécessite de la régularité, de la constance. J'imagine que ça c'est un message tout à fait adapté aux nouveaux immigrants. Alors vous êtes toute jeune, 1 an d'Alia, mais vous avez beaucoup d'expérience, on sent beaucoup d'envie, c'est ça qui est génial, beaucoup d'espoir aussi avec cette nouvelle vie qui commence pour vous. Quel conseil vous donneriez à ceux qui viennent de nous rejoindre comme vous? Alors en plus en plein Corona, on parle beaucoup de gens qui dépriment, mais il y a aussi des gens comme vous qui ont la pêche apparemment. Je pense qu'il y a des opportunités dans chaque situation. Et on est les seuls à vraiment décider la manière dont on voit notre vie. On est les seuls responsables de nos pensées. Et parfois, on peut se rendre compte qu'on a certaines peurs, certaines angoisses, certaines pensées limitantes qui vont nous empêcher de faire certaines actions, de prendre en main notre vie et de passer à l'action. Je pense que les gens qui sont déjà passés à l'action, qui ont décidé de changer de vie et d'arriver ici, ils peuvent déjà se féliciter parce que c'est un beau départ, c'est un nouveau départ, comme on dit, qui arrive, mais ils repartent pas de zéro. Ils repartent avec tout leur savoir-faire et toutes leurs compétences qu'ils ont acquis avant d'arriver ici. Donc, à eux de savoir piocher dans ce dont ils sont doués, de découvrir ce qu'ils ont envie de faire, leurs talents, de chercher une sécurité financière, une sécurité sociale, économique, de construire petit à petit leur nid, comme on dit, mais surtout d'être patient, parce que ça ne se fait pas en un jour, et l'intégration prend du temps. Donc, il faut apprendre la langue, il faut s'entourer de locaux, il faut participer à des événements locaux, il faut s'intéresser, il faut lire la presse, l'actualité. Qu'est-ce qui vous aide à vous personnellement à vous intégrer parce qu'un an c'est court et puis il y a beaucoup d'événements qui ont été annulés en raison des restrictions sanitaires. Qu'est-ce qui vous a aidé à vous? Moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup voyagé. Et quand je voyage, je m'entoure pas beaucoup de Français généralement. Donc, quand je suis arrivée ici, tout de suite, je me suis entourée de locaux. Que ça soit grâce à mes activités extrascolaires, donc je suis danseuse,
Donc, grâce à mes cours de danse, à l'école de danse où je vais, j'ai pu rencontrer plein de personnes qui partageaient mes centres d'intérêt communs, avec qui j'ai tissé des relations, parce que là où on rencontre ses meilleurs amis, c'est là où on partage des intérêts. Donc, si demain vous aimez faire de la musique ou de la chasse ou de la pêche ou je sais pas quoi, bon, je déconseille la chasse parce que je suis végétarienne. Mais si vous avez un hobby, à vous d'aller l'explorer, de vous entourer de personnes qui aiment faire ça aussi. Aujourd'hui, même avec le corona, on a quand même la possibilité de faire des sorties outdoor, d'aller faire des randonnées, d'aller découvrir. On a un pays qui est magnifique, donc il y a plein de choses qu'on peut faire. Donc vraiment s'entourer de gens qui partagent les mêmes centres d'intérêt que vous, s'entourer aussi de personnes de différents cercles sociaux, parce que ça va vraiment moi, ça m'aide beaucoup. J'ai autant des étudiants que des avocats, que des architectes, que des hippies de Florentine. Je veux dire, plus je m'entoure de diversité, plus j'arrive à comprendre la ville et à comprendre comment Tel Aviv fonctionne. Voilà, parce que Tel Aviv, c'est ça en fait. Tel Aviv, c'est une ville cosmopolite, on va dire. Ça, c'est clair. Il y a beaucoup de gens totalement différents. Alors, on va juste devoir conclure malheureusement, mais en tout cas, c'est vrai que ça nous donne beaucoup de pêche de vous entendre, franchement. Qu'est-ce qui a été, on va dire, le moment qui vous a le plus bouleversé ici, ou la chose qui vous a fait vous dire, vraiment, je suis vraiment à ma place? Oh là là. Quand je suis arrivée, tous mes amis israéliens me disaient Tayeret, toi t'es une touriste. Et je leur disais mais non, je suis pas touriste, je suis en train de faire les papiers pour faire l'Alia. Ils me disent non, mais pour l'instant t'es une touriste parce que tu parles pas hébreu, t'es avec nous et tout, mais t'es encore une touriste. Tu pourras jamais enlever que t'es pas tabarit. Et je dis bon, il va falloir que je l'accepte. Et puis, quand j'ai commencé l'Ulpan, au 3e cours, la prof, elle dit OK, Émilie, lo tayeret. Émilie, ola hadasha. Et elle dit les kulam, orchestra. Émilie, lo tayeret. Émilie, ola hadasha. Qui veut dire Émilie n'est pas une touriste. Émilie est une nouvelle immigrante. Et à ce moment-là, je me suis fait une photo dans ma tête. J'ai vu ces 18 étudiants au Ulpan avec leur masque coronavirus qui disaient « Émilie, tu n'es plus touriste, tu es officiellement la Hadasha, tu commences l'hébreu et c'est là où tu commences à prendre ta place et tu es au bon endroit, au bon moment. » Voilà. C'est magnifique, vraiment très beau, très émouvant. Juste pour finir, une dernière question, vous vous voyez où l'année prochaine? Comment? En train de faire quoi? Ou même d'ici 1 ou 2 ans? Allez, pour être un petit peu plus large. Oh, mais je sais déjà. J'aimerais beaucoup apporter mon savoir-faire en marketing à toutes les startups et à toutes les entreprises israéliennes qui sont pleines d'idées débordantes et innovantes, à travailler avec tous les entrepreneurs et tous les artistes israéliens qui ont envie d'utiliser mes compétences et mon savoir-faire pour justement faire la différence. Aujourd'hui, avec le coronavirus, c'est le moment d'aller sur les réseaux sociaux, d'orchestrer une communication, de trouver le courage d'aller montrer sa tête parce que c'est pas facile, à part pour faire des selfies, on va oublier les selfies. Mais voilà, professionnellement, c'est important de savoir utiliser ces plateformes-là. Donc, moi, mon objectif, c'est d'aider un maximum d'entrepreneurs à développer leur business et à créer un monde meilleur avec des produits que j'aurais choisis, avec des vibes que j'aurais choisis et voilà, et des belles entreprises. Eh bien, écoutez, on vous souhaite vraiment ardemment de réussir, de continuer d'avoir autant d'enthousiasme. Ça nous fait du bien, ça nous fait plaisir. Et je suis sûre que vous allez aider de nombreuses personnes, en tout cas en Israël. Bienvenue à vous, voilà, et longue vie ici. Merci beaucoup. Pour tous ceux qui veulent essayer d'en savoir un petit peu plus sur ce que je fais, je mets à disposition pour tous les écouteurs, les auditeurs de Kalita, 15 minutes de coaching téléphonique gratuit. S'ils ont un petit coup de mou et qu'ils veulent parler avec nous, la Hadasha, pour leur donner la pêche, qu'ils n'hésitent pas. Je pense que c'est sympa, le lien, ça. Ils pourront le trouver quelque part. Très sympathique. Merci beaucoup, Émilie. Merci à vous. Ciao. À très vite. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est nous.
Je suis sûre qu'Émilie vous a plu. D'ailleurs, tous les vendredis dans Sofage So Good, on retrouvera un portrait d'Indolé pour des histoires d'Alia inspirantes. Mais l'émission touche à sa fin. Cela dit, si vous en avez ras-le-bol de scroller sur vos écrans et si Instagram vous intéresse, restez avec nous pour les pages Insta. Bonjour Cathy, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour faire le tour de la planète Instagram et regarder les comptes qui valent le coup que vous ne connaissez peut-être pas. Alors on va commencer par un compte Instagram qui s'appelle Les Caractères. Les Caractères, c'est une jeune fille à l'origine qui s'appelle Lison, qui utilise des filtres Instagram et des filtres Snapchat pour créer des personnages et leur donner vie. Alors c'est peut-être pas très clair quand je vous explique, mais en fait elle transforme des visages à qui elle donne des voix et donc ça va donner naissance à plein de personnages absolument hilarants. Toutes les personnes qui l'ont connue pendant le confinement vraiment l'ont suivie parce qu'en fait ce qui est génial c'est qu'elle crée des histoires. C'est comme si elle crée un dessin animé sauf que c'est elle qui fait les personnages. Vous allez voir, je vous mets 2 extraits tout de suite pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Hello Jérôme, Sylvie n'est pas encore connectée je crois, donc on l'attend. Tout va bien? Alors là je ne t'entends pas, il faut activer le micro. Le micro. Ah voilà, mais je ne te vois plus là. Ah, oh là là, on ne le voit plus. Bon. Non, écoute, moi ce qui m'inquiète surtout c'est Xav. Ça fait 27 ans qu'il a pas passé 48 heures d'affilée au même endroit, il est complètement survolté, je sais plus quoi en foutre. Ouais. Écoute, il se lave les mains tous les quarts d'heure comme un possédé et le reste du temps il se trouve des occupations complètement impossibles. Donc moi, ça me fait hurler de rire parce qu'il y a plein de personnages dans lesquels on peut se reconnaître. Alors la pauvre collègue de bureau à qui on met tout sur les épaules et qui arrive pas à s'en sortir avec le zoom. On a aussi celle qui s'ennuie à la maison avec son mari qui va tomber amoureuse de son traiteur italien du bas de la rue et qui va pouvoir aller le voir quand elle veut, quand elle peut. Il y a le prof de théâtre, le prof de sport. Vraiment courez sur ce compte, c'est hyper drôle. On continue avec un petit peu de culture et le compte Reading is Sexy. Rien de sexy là-dedans, ne vous inquiétez pas, c'est tout simplement 6 passionnés de lecture, des Parisiennes qui se sont réunies pour faire un compte Instagram qui ressemble à un club de lecture. Et donc, très régulièrement, elles postent la photo d'un livre. D'ailleurs, c'est surtout dans la plupart du temps dans des super vues de Paris, donc c'est très agréable. Et elles nous font l'article soit d'un livre qui vient de sortir, donc il y a eu dernièrement le livre de Raphaël Enthoven, par exemple, qui est absolument génial, que je vous conseille, que j'ai lu, et donc elles font la critique de ce livre et elles peuvent aussi prendre des livres comme Notre-Dame de Paris, des livres plus anciens, des classiques, et elles font vraiment une critique constructive, drôle, et c'est vraiment magnifique. Pour les gens qui aiment la lecture et pour les gens qui souhaitent commander des livres et qui ne savent pas lesquels prendre sur Amazon ou alors par exemple les commander chez Vice Versa ou d'autres librairies françaises qui se trouvent en Israël, ça vous permet vraiment d'avoir des petits résumés de ce qui se fait dans le monde de la littérature et vraiment c'est très agréable, c'est bien fait, c'est des commentaires intelligents, drôles, passionnants. Je vous conseille ce compte, donc Reading is Sexy. Pour celles comme moi qui ont pris trop de kilos pendant le confinement, il y a le compte Instagram Limonana qui est fait par une franco-israélienne et qui va nous donner des recettes healthy, colorées, les photos sont super, il y a du rééquilibrage alimentaire, il n'y a pas de sucre et elle nous donne des recettes absolument géniales. Ça peut être du pain, ça peut être des salades, mais ça peut être aussi des choses sucrées où il n'y a pas de sucre, j'espère que je me fais comprendre, des desserts healthy, et vraiment je vous conseille d'aller voir, elle met très régulièrement ses recettes, les photos qui accompagnent, c'est des recettes assez faciles et accessibles, et donc si vous voulez vous régaler sans prendre de poids, je vous conseille absolument le blog, le compte Instagram Limonana. Ensuite on termine par un compte photo que j'aime beaucoup qui s'appelle This is Tel Aviv, et qui, en fait, c'est un photographe qui prend des photos de scènes de vie dans les rues de Tel Aviv, qui sont souvent des photos cocasses, des photos tristes, mais des photos qui racontent énormément de choses. Et en général, ce qu'il fait, c'est qu'il prend sur la même photo des gens qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Alors, ça peut être voilà, des Arabes, des femmes voilées, ça peut être des Bédouins, ça peut être des gens en maillot de bain, tout ça à côté qui attendent le même bus, ou alors des gens qui sont mis en situation, comme vous voyez sur la photo, dans des scénettes qui par rapport à l'affiche qu'il y a derrière sont vraiment très drôles. Et donc c'est à la fois poétique, c'est à la fois magnifique et ça nous fait voyager à Tel Aviv. Si vous êtes en France actuellement, si vous êtes dans d'autres villes d'Israël, vraiment ça nous donne envie de nous rendre à Tel
Tel Aviv et ça nous montre à quel point ce pays et particulièrement cette ville sont une bulle. Voilà, ce sera tout pour cette semaine. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles idées de comptes Instagram à suivre. En attendant, si vous avez des idées de comptes dont on n'a pas parlé que vous souhaitez partager avec nous, n'hésitez pas à nous les envoyer. Je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt. Voilà, c'est fini. Profitez bien du temps qui passe pour mettre de la couleur dans vos vies. Bien sûr, mettez vos masques. Certains sont roses, ça tombe bien. Nous, on se retrouve vendredi prochain pour un So Fash So Good. Merci d'avoir été avec nous. Ciao.